Pour commencer cette conférence, bonjour à toutes et à tous. La fin du port du masque, le retour en présentiel et la reprise des transports pour certains, la poursuite du télétravail pour d'autres, un changement dans nos organisations professionnelles et personnelles, bref, de nombreux éléments et des incertitudes qui influent sur notre sommeil. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un point et une analyse sur cette période et des conseils pour mieux dormir. Avec nous aujourd'hui, le docteur Marc Ray qui abordera les impacts de la crise sanitaire sur notre sommeil, les règles et les bienfaits du sommeil, des conseils pour le restaurer et mieux vivre en télétravail. Donc, vous avez pu le voir, 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser cette conférence collectivement et en partenariat avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance, dont le docteur Ray est le président. Donc, comme je le disais, le docteur Ray sera votre conférencier aujourd'hui, neurologue, président de l'INSV. Avec nous également pour répondre en ligne à vos questions, Madame Céline Roux, déléguée générale de la Fédération régionale des services de santé au travail d'Île-de-France, et moi-même. Pour poser vos questions en ligne, donc vous allez voir la diapo suivante. Il vous suffit, si vous ne l'avez jamais utilisé, sur ce système de cliquer sur le bouton Q et R. Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Vous inscrivez votre question. Vous cliquez sur Envoyer et elles nous parviendront à Madame Roux et moi-même. Nous noterons donc quelques questions récurrentes afin de les poser en direct au docteur Ray à la fin de cette conférence. Je laisse maintenant la parole à notre intervenant, docteur Ray. C'est à vous. Bonjour et merci de m'avoir invité à faire cette conférence. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, en principe, vous devriez avoir mon écran en ligne. Et donc, on va discuter sur le problème du sommeil qui est un état indispensable et essentiel à la santé et qui a été, bien entendu, très impacté par la crise sanitaire. Et on va voir ces impacts. Et bien entendu, il est nécessaire du coup de connaître l'organisation et les fonctions du sommeil et puis avoir quelques conseils pour essayer de bien dormir. Alors, le premier confinement, eh bien, pendant ce premier confinement, notre sommeil s'est décalé et détérioré, et c'est ce qu'ont révélé un certain nombre d'études françaises, comme l'étude Coconel. L'étude Coconel, c'est confinement, coronavirus, étude longitudinale, mais également une étude du réseau Morphée. Ces deux études, je vais vous les présenter. Il faut savoir qu'elles retrouvent des données qui ont déjà été publiées au niveau international par les équipes chinoises, indiennes et européennes. Donc, notre sommeil s'est décalé, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça, c'est l'enquête du réseau Morphée, avec une population générale de 1777 sujets qui ont été interrogés. On leur a demandé leur heure de coucher avant le confinement, bien entendu, le premier confinement, c'est-à-dire celui de mars 2020. Et vous voyez en bleu les heures de coucher. Donc, vous aviez un très grand nombre de personnes qui se couchaient entre 22 et 23 heures ou entre 23 et 24 heures. Et vous voyez qu'après le confinement, en rouge, eh bien, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont couchées entre minuit et 1 heure du matin ou entre 1 heure et 3 heures du matin, voire plus tard que 3 heures du matin. Donc, une tendance au décalage dans l'heure du coucher. Alors, ce décalage retentit de façon variable sur la durée du sommeil, puisque vous voyez qu'on a une augmentation de la fréquence des moins de 6 heures. Là, c'est la durée du sommeil, c'est le pourcentage de la population en ordonnée qui dort moins de 6 heures. Donc, on est passé de 10% à moins de 6 heures à 20% après le confinement. Mais on voit qu'on a aussi une augmentation du nombre du pourcentage de gens qui dorment entre 8 et 10 heures, qui est passé de 12% à près de 25%. Donc, la durée du sommeil, certains l'ont augmenté en se levant plus tard le matin. D'autres, par contre, l'ont diminué parce qu'ils ont continué à se lever le matin. Mais de toute façon, même si la durée du sommeil a augmenté, on note une diminution de la qualité du sommeil évaluée
sur une échelle visuelle analogique, c'est-à-dire qu'on demande au sujet d'évaluer la qualité de leur sommeil sur une échelle entre 1 et 10. Et cette diminution de la qualité du sommeil est associée à une moindre exposition à la lumière et à une plus grande exposition aux écrans. Alors, cette diminution du sommeil, ce décalage du sommeil s'accompagne d'une augmentation des pleins de sommeil. Et vous voyez l'étude Coconel qui interrogeait chaque semaine à peu près 1004 sujets. Et à 4 reprises, on a demandé, est-ce que la semaine qui précède, est-ce que vous avez eu des problèmes de sommeil, un petit peu ou beaucoup? Vous voyez qu'on monte à 74% les gens qui disaient avoir eu des problèmes de sommeil dans la semaine qui précédait l'enquête, cette enquête ayant lieu pendant le confinement, que les femmes se plaignaient de troubles du sommeil à 81% des cas et les moins de 35 ans à 79%. Donc, ce premier confinement a eu pour effet de détériorer notre sommeil, de le décaler en se couchant plus tard et à augmenter la pleine de sommeil, en particulier chez les femmes et chez les sujets jeunes. Alors, pendant cette crise sanitaire, notre rythme de vie, en particulier notre rythme veille-sommeil, ont été profondément modifiés et ont été modifiés plusieurs fois. Il y a eu d'abord le confinement, puis le déconfinement, puis le développement, enfin, de façon parallèle, le développement du télétravail avec des modifications familiales, puisque au départ, dans le premier confinement, les enfants faisaient l'école à la maison, et puis des modifications dans les interactions sociales, le télétravail ayant réduit un certain nombre d'interactions sociales, mais le confinement aussi, ne nous permettant pas de sortir, et même à la levée du confinement, quand il y a des restrictions sur les restaurants, sur les lieux de rencontre, forcément, on diminue nos interactions sociales. Et donc, pendant cette crise sanitaire, notre sommeil et notre santé mentale ont été altérés. Les facteurs associés à cette altération sont 3 principaux. D'abord, le stress. On est très inquiet, soit d'avoir la maladie, soit que nos proches ont la maladie, soit d'avoir des problèmes dans l'avenir, des problèmes financiers. Et bien entendu, une deuxième facteur d'altération, c'est les modifications de notre rythme veille-sommeil. Et puis un troisième facteur, c'est la surconsommation des écrans, compte tenu que les écrans ont été utilisés non seulement à titre personnel, mais également à titre professionnel. Alors, pour limiter ces troubles, eh bien, il faut apprendre à connaître et à gérer notre sommeil. Et au cours de l'année, l'INSV a donné beaucoup d'informations sur le sommeil et notre site Internet a été de très nombreuses fois consulté pour que les gens apprennent à connaître leur sommeil. Alors, connaître son sommeil, eh bien, d'abord, comment on mesure le sommeil? Le sommeil, on le mesure en enregistrant 3 signaux. Vous voyez, l'électro-oculogramme, c'est-à-dire qu'on met des électrodes au coin des yeux parce qu'il y a une phase de sommeil dans laquelle on bouge les yeux. Un électromyogramme, on met des électrodes au-dessus et au-dessous du menton pour enregistrer un muscle parce qu'il y a une période de sommeil dans laquelle on est paralysé. Et puis, bien sûr, on met des électrodes sur la tête pour enregistrer l'activité électrique de votre cerveau, ça s'appelle l'électroencéphalogramme, l'EEG, et on met au moins 2 électrodes sur la tête, parfois on en met beaucoup plus. Alors il faut savoir que c'est avec ça que l'on mesure le sommeil et que les objets connectés qui nous disent mesurer notre sommeil ne mesurent pas directement notre sommeil, mais mesurent des éléments indirects comme l'absence de mouvement. Quand vous avez une montre connectée qui vous dit mesurer le sommeil, en fait, elle mesure que vous êtes immobile pendant la nuit et elle infère que vous dormez puisque vous ne bougez pas. On peut également mesurer la fréquence cardiaque avec ces objets et pendant le sommeil lent profond, notre fréquence cardiaque va avoir tendance à diminuer et c'est pour ça qu'à ce moment-là, bien entendu, l'objet connecté va inférer le logiciel que vous êtes en sommeil lent profond. Alors, les mesures réelles avec l'activité électrique cérébrale nous ont permis de mettre en évidence qu'il n'y avait pas un sommeil, mais 2 sommeils. D'une part, ce qu'on appelle le sommeil lent, dans lequel l'activité électrique du cerveau se ralentit, et bien entendu une interaction faible avec l'environnement. Ici, vous voyez un chat qui est en sommeil lent et avec une activité électrique cérébrale qui est lente. Et ici, vous voyez une vache qui est en sommeil lent.
et puis un autre type de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, parce que l'électroencéphalogramme est rapide et que le sujet, ici le chat, qui est en sommeil paradoxal, vous voyez qu'il est complètement couché sur le côté, de même que cette vache, et donc on est paralysé au cours du sommeil paradoxal, et si l'on vous réveille au cours du sommeil paradoxal, 8 fois sur 10, vous êtes capable de raconter un rêve. Alors, c'est sûr qu'on peut faire aussi des rêves en sommeil lent, mais on en fait beaucoup plus en sommeil paradoxal. Donc, il existe deux sommeils, et ces deux sommeils vont apparaître pendant la nuit au cours de ce qu'on appelle les cycles de sommeil. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle de sommeil? Eh bien, vous voyez ici représenté sur ce graphique, en abscisse le temps de 21h48 à 5h18. Vous avez le sujet au départ, il est réveillé, et puis il va s'endormir en passant en sommeil lent. Et puis après une phase de sommeil lent, il va faire une phase de sommeil paradoxal, et puis le sujet se réveille. C'est un sujet normal. Et donc le sommeil est organisé en cycles qui durent chez l'adulte à peu près 90 minutes, donc 1h30. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'au début de la nuit, il y a beaucoup de sommeil lent profond, alors qu'à la fin de la nuit, il y a beaucoup moins de sommeil lent profond, et qu'au début de la nuit, les premiers cycles, il n'y a pas beaucoup de sommeil paradoxal, alors qu'à la fin de la nuit, il y a beaucoup de sommeil paradoxal. C'est pour ça que le matin, quand on se réveille, on a l'impression de sortir d'un rêve, parce qu'on vient de faire une longue phase de sommeil paradoxal qui est habituellement riche en rêves. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cycles de début de nuit et de fin de nuit ne sont pas les mêmes. Quand vous avez l'habitude de vous coucher à 22 heures et que vous vous couchez à 2h30 du matin, eh bien, vous démarrez votre nuit avec beaucoup moins de sommeil lent profond et beaucoup plus de sommeil paradoxal. C'est pourquoi, chez le travailleur de nuit, la dette de sommeil qu'il va constituer ne peut pas se corriger en dormant plus longtemps la journée, mais ça va se corriger quand il ne travaille pas la nuit. C'est ce que nous avions montré chez les infirmières de nuit. Donc, les infirmières travaillaient la nuit et elles notaient leur durée de sommeil quand elles rentraient le matin, donc en dormant le jour. Donc, les graphiques rouges correspondent aux durées de sommeil lors des périodes de travail de nuit, dans lesquelles donc c'est des durées de sommeil diurnes, elles dormaient la journée. Et vous voyez que après la première nuit travaillée, elles dormaient autour de 6h30. La deuxième nuit travaillée, c'est pareil, ça ne s'allonge pas. La troisième nuit travaillée, ça ne s'allonge pas non plus. Donc, elle n'augmente pas la durée du travail, du sommeil la journée lorsqu'elle travaille la nuit. Par contre, la première nuit non travaillée, vous voyez une augmentation considérable du sommeil à plus de 9h30, ce qui leur permet de récupérer. Et au fil des nuits non travaillées, la récupération va être complète avec un retour vers un sommeil de 8 heures. Donc ça veut dire que quand vous vous couchez tard, de façon intermittente, eh bien, vous allez créer une dette de sommeil et bien entendu, vous allez la récupérer non pas en dormant plus longtemps en faisant la grasse matinée, mais vous allez la récupérer en dormant mieux la nuit d'après. Alors, ce qui est important, c'est que le sommeil, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné à la naissance. L'enfant doit apprendre à faire ses nuits. Vous voyez ici sur ce graphique, c'est rond. En vert, c'est les temps dormis d'un enfant de 3 jours et en blanc, c'est les temps éveillés. Vous voyez qu'on n'arrive pas à savoir où est le jour, où est la nuit. De même, à 15 jours de vie, vous voyez qu'on a un sommeil qui est dit très polyphasique, c'est-à-dire qu'il y a des phases de sommeil et des phases d'éveil, mais que le sommeil n'est pas du tout concentré la nuit, ce qui va être observé par contre à l'âge de 10 ans. Donc là, l'enfant a appris à faire ses nuits. Donc la naissance d'un enfant va naturellement fragmenter le sommeil des parents parce que l'enfant se réveille naturellement la nuit et il se réveille assez souvent. En plus, ces cycles sont plus courts et ils vont s'allonger progressivement pour arriver à 90 minutes à l'âge adulte, mais il va leur falloir pratiquement 20 ans pour arriver à cette période-là. Alors, il faut savoir qu'avec la maturation, le sommeil diminue et le rythme veille-sommeil se décale. Donc, vous avez ici une étude qui a montré en fonction de l'âge, vous voyez, inférieur à 2 ans, 2, 3 ans, 10, 11 ans, 14, 15 ans, la durée du sommeil, soit en semaine, c'est les barres blanches, soit en week-end, c'est les barres grises. Et donc, vous voyez que chez l'enfant de moins de 2 ans,
que ce soit en semaine ou en week-end, la durée du sommeil est à peu près la même. Par contre, quand on arrive vers 12, 13, 14 ans, vous voyez qu'en particulier en week-end, on a une tendance au décalage avec des grasses matinées. Vous voyez, un coucher à 2 heures du matin, un lever à 11 heures. Et ça, c'est quelque chose qui survient naturellement chez l'adolescent. Et puis, avec l'entrée dans la vie professionnelle, eh bien, on va récupérer ce décalage et on va avoir tendance à se coucher plus tôt. Donc, il faut savoir que naturellement, l'adolescent va être plutôt du soir, alors que le sujet de 50 ans va être plutôt du matin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez connaître votre besoin de sommeil. Ce besoin de sommeil dépend de votre typologie. Alors, on parle d'une typologie selon la durée. On dit qu'il y a des gens qui sont des courts dormeurs quand ils dorment moins de 7 heures et qui sont en pleine forme, et ça correspond à peu près à 10% de la population. Et puis, à l'opposé, vous avez des longs dormeurs, il leur faut plus de 9 heures de sommeil, et ça correspond à peu près à 15% de la population. Alors, cette typologie, elle dépend en grande partie de la génétique, c'est-à-dire que vous avez des familles de gros dormeurs, des familles de petits dormeurs, et en partie de l'âge, je vous ai dit que les enfants dorment plus que les adultes. Alors, ce qui va différencier le petit dormeur du grand dormeur, en ce qui concerne les durées de sommeil nocturne, vous voyez ici, vous avez le nombre de minutes dormies dans les différents stades de sommeil. Alors, pendant la nuit, eh bien, on a à peu près 20 minutes d'éveil, qu'on soit un petit ou un grand dormeur. Et vous voyez qu'on a à peu près 100 minutes de sommeil lent profond. On a autour de 100 minutes de sommeil paradoxal. Mais ce qui va différencier le petit dormeur en rouge du long dormeur en bleu, c'est le sommeil lent léger, le stade 2 de sommeil. Vous voyez que pour la même quantité de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal, le long dormeur fait 2 fois plus, a besoin de 2 fois plus de sommeil lent léger pour arriver à ces stades de sommeil lent profond, de sommeil paradoxal. Et donc ça, c'est génétique. On ne peut pas transformer un petit dormeur en un long dormeur. Et c'est quelque chose de très important de savoir ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes un petit dormeur et que votre compagne est une longue dormeuse, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, mais le problème, c'est qu'elle doit dormir plus longtemps que vous. Et donc, elle va passer plus de temps au lit à dormir, peut-être que ce que vous souhaiteriez. Et puis, une deuxième typologie, c'est l'heure où vous avez envie de dormir. Là aussi, ça dépend de votre typologie. Vous avez une typologie selon l'heure du coucher. On parle de sujets du matin ou de sujets couche-tôt quand ils se couchent avant 22 heures. Et ces sujets-là, habituellement, sont très en forme le matin et dès que le réveil a sonné, ou même avant, ils vont se lever et ils sont en pleine forme. À l'opposé, les sujets du soir ou couche tard n'arrivent pas à s'endormir avant minuit. Eux, ils sont vraiment toujours réveillés jusqu'à minuit. Et par contre, le matin, ça va être plus difficile de se lever. Ils vont avoir tendance à avoir une inertie du sommeil. Il faudra la douche, le café pour se sentir en forme. Alors là aussi, cette typologie dépend de la génétique. Il y a des gens qui sont du matin, ils le sont toute leur vie. Et puis, ça dépend aussi de l'âge. Je vous ai dit que les adolescents sont plus du soir et que les sujets de 50 ans sont plus du matin. Et donc, et dans la population générale, globalement, on se répartit en tiers, c'est-à-dire que vous avez un tiers de sujets du matin, soit tout à fait du matin, soit plutôt du matin, et un gros tiers du soir, soit plutôt du soir, soit tout à fait du soir. Alors, une fois qu'on connaît sa typologie, eh bien entendu, ce besoin de dormir que l'on va ressentir dépend de deux choses. D'une part, de la durée de la veille. Plus longtemps vous êtes resté réveillé et plus vous avez envie de dormir. Si vous passez une nuit blanche, vous avez de plus en plus sommeil. Mais il y a aussi une fonction dite circadienne parce que ça dépend de l'heure de la journée. Quand le soir, j'ai envie de dormir, mais si je ne vais pas me coucher, eh bien, vous voyez que je vais avoir de plus en plus sommeil avec une somnolence très importante vers 3 à 5 heures du matin, où là, j'ai l'impression que je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et puis, à 7 heures du matin, malgré que je n'ai pas dormi, eh bien, je vais avoir une vigilance qui s'améliore.
Et ça peut être, il faut faire attention parce que ça peut être un peu trompeur. Vous avez une vigilance qui s'est améliorée, mais vous n'êtes pas quand même optimal. Et puis, bien entendu, à l'heure de la sieste, à ce moment-là, on a un creux de vigilance, que l'on ait beaucoup mangé ou pas beaucoup mangé, que l'on ait fait une nuit blanche ou qu'on ait dormi normalement. À cette heure-là, eh bien, il y a un rythme circadien qui fait qu'on est moins vigilant. Alors, pour connaître sa typologie, comment on fait? Eh bien, le plus simple, c'est de remplir un agenda de sommeil. Un agenda de sommeil, vous voyez, c'est relativement simple. Vous avez les heures en haut et vous allez marquer vers une flèche le matin, vous le remplissez. Vous marquez avec une flèche vers le bas l'heure à laquelle vous êtes couché et vous assurez les parties où vous pensez avoir dormi pendant la nuit et une flèche vers le haut pour l'heure à laquelle vous êtes levé. Vous voyez que ce sujet, eh bien, il s'est couché à 23h30, mais il ne s'est endormi qu'à 2h du matin. Il a dormi jusqu'à 8h et puis il s'est levé à 8h. Et puis, vous voyez qu'au fil du temps, il se décale parce qu'il prend ses vacances en Tunisie. Et vous voyez que là, alors qu'il a mis 2 heures à s'endormir, vous voyez, quand il se couche à 5h du matin, eh bien, il s'endort tout de suite. Et puis, il va se lever naturellement à 11h. Et bien entendu, quand il va rentrer de vacances, il va devoir se recaler. Et donc, si vous voulez connaître votre typologie, il ne faut pas, bien entendu, que ce soit pendant une période de vacances où vous faites la fête. C'est une période de vacances où vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez vous coucher et vous lever à l'heure que vous voulez. Et vous voyez comment vous êtes en forme dans la journée. Vous voyez que là, le sujet a des épisodes de sieste dans la journée. C'est ce qui marque, il est somnolent à ce moment-là. Et donc, vous allez comme ça connaître votre typologie. Alors, pourquoi on ne peut pas dormir quand on veut? Parce qu'on pourrait se dire, ce serait bien d'avoir un bouton on-off qui fait que je m'endors en appuyant sur un bouton, puis je me réveille en appuyant sur le bouton. Pas du tout. Nous, notre rythme veille-sommeil, c'est un rythme biologique qui va s'insérer avec les autres rythmes biologiques, avec en particulier des rythmes hormonaux et le rythme de la température. Alors, il y a des hormones qui sont très directement liées au sommeil. Il y en a une, c'est l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, elle est sécrétée essentiellement pendant le sommeil lent profond. Et je vous ai dit que le sommeil lent profond, on en faisait surtout dans les premiers cycles de la nuit. C'est pour ça que c'est très important chez l'enfant qu'il aille se coucher tôt, puisque c'est là qu'il va faire du sommeil lent profond, qu'il en fera le plus et qu'il sécrétera le plus l'hormone de croissance. Chez l'adulte, c'est également important, mais c'est bien entendu moins important que chez l'enfant. Alors, un autre paramètre important, c'est la température. On s'endort au moment où notre température centrale a tendance à chuter. Et vous voyez ici en vert que en bas, c'est les heures. Donc, c'est depuis 23 heures jusqu'à 8 heures du matin. Vous voyez que la température chute tout au long de la nuit pour arriver à un point très bas vers 5 heures du matin, vers 5-6 heures. Et donc, quand vous faites une nuit blanche, c'est à ce moment-là que vous avez un peu froid parce que, bien entendu, votre température du corps s'est rafraîchie. Vous voyez que le matin, par contre, la température va remonter et que cette différence entre la nuit et le jour, eh bien, elle est plus marquée si je fais des activités physiques régulières et donc j'aurai un bon synchroniseur avec ma température centrale. Ce qui est important, c'est que le sujet qui travaille la nuit, eh bien, malheureusement, quand il va se coucher, sa température centrale est en train de monter, ce qui est moins propice au sommeil. Une autre hormone importante, c'est le cortisol, c'est la courbe verte que vous voyez ici. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée quand on est stressé, mais c'est une hormone aussi qui nous permet d'avoir de l'énergie. Et cette hormone, sa sécrétion s'arrête pendant la nuit pour recommencer au petit matin. Et ce qui va nous permettre donc d'avoir de l'énergie. Et donc, si vous devez prendre une corticothérapie parce que vous avez une pathologie inflammatoire, il ne faut jamais prendre la corticothérapie le soir parce que sinon vous allez passer une nuit blanche. Et donc, le sujet qui va se coucher parce qu'il a passé une nuit blanche, parce qu'il travaille la nuit et qui va se coucher au petit matin, malheureusement, il va avoir le cortisol qui l'empêche de dormir parce que c'est une hormone qui est très stimulante, qui vous donne un coup de boost. Et c'est sûr qu'il vaut mieux à ce moment-là ne pas avoir à se coucher. Et c'est pour ça que le sujet
qui travaille la nuit, eh bien, va avoir un problème de dette de sommeil parce qu'il dort moins bien la journée. Une autre hormone qui est importante, c'est la mélatonine. La mélatonine, ce n'est pas l'hormone du sommeil, comme on peut le lire ici ou là, c'est l'hormone de la nuit. C'est une hormone qui est sécrétée, vous voyez cette courbe noire, c'est la sécrétion de mélatonine quand il fait noir, quand il fait nuit. Et donc, on va pouvoir modifier le moment de la sécrétion. Si j'éclaire le sujet le matin, ça bloque la sécrétion de mélatonine qui va commencer plus tôt dans la soirée. Si par contre je m'éclaire le soir, eh bien, la sécrétion de mélatonine va commencer plus tard. Et donc, cette libération de mélatonine qui est sécrétée quand il n'y a plus de lumière, eh bien, ça va nous donner un rythme. Et cette sécrétion est minimale à la puberté, ce qui explique la tendance au décalage chez l'adolescent. Alors, il faut savoir que cette mélatonine, c'est une hormone qui va être responsable du décalage horaire. Vous voyez que si vous êtes aux États-Unis, votre mélatonine est sécrétée dans la nuit aux États-Unis. Et quand vous venez en France, eh bien, malheureusement, la nuit des États-Unis n'est plus la nuit de la France. Et donc, il va falloir que vous décaliez la sécrétion de mélatonine, ce qui va prendre une huitaine de jours. Et pendant ces 8 jours, eh bien, vous aurez tendance à avoir plus sommeil alors que les gens sont bien réveillés et au contraire très réveillés alors que les gens dorment. Alors, vous voyez qu'on peut faire donc dans les pays du Nord, on peut faire de la luminothérapie quand il n'y a pas de soleil pour essayer justement de synchroniser les gens. Et cette luminothérapie va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de l'éveil, en particulier le matin. Et donc, pour augmenter sa vigilance, sa performance, eh bien, il faut s'exposer le matin à la lumière du jour, 1 heure ou plus. Alors, c'est important de faire ça pendant des périodes de 2 à 3 semaines. Et au moment du confinement, un certain nombre de sujets ne sont plus sortis le matin et donc ils n'ont plus été exposés à la lumière du jour. Et ce qui est important dans la lumière du jour, bien entendu, c'est la lumière bleue. Le ciel est bleu. Et donc, la lumière bleue bloque beaucoup mieux la sécrétion de mélatonine. C'est pour ça qu'il faut se lever le matin et s'exposer à la lumière du jour. Ça fait une luminothérapie. Si, bien entendu, vous habitez dans le Grand Nord et qu'il fait nuit tout le temps, eh bien, à ce moment-là, il va falloir prendre des lampes. Mais si vous habitez plus au sud, eh bien, il est important de s'exposer à la lumière le matin pour être en forme. Et il faut éviter la lumière, en particulier la lumière bleue, le soir. Et c'est pour ça qu'on déconseille d'être sur les écrans le soir, parce que les écrans sont enrichis en lumière bleue. Et là encore, on retrouve pourquoi on a eu tendance à se décaler, parce qu'on n'était plus exposé à la lumière le matin et on était exposé à la lumière bleue des écrans jusqu'à tard le soir, ce qui nous empêchait de dormir le soir. Donc, la gestion du rythme veille-sommeil, eh bien, c'est indispensable pour optimiser les performances, en particulier en milieu hostile. Et s'il y a bien une catégorie professionnelle qui est très au fait de la gestion du rythme veille-sommeil, ce sont les navigateurs solitaires. Vous vous rendez compte que les navigateurs solitaires vont devoir, là, ils viennent de faire le Vendée Globe il n'y a pas très longtemps, ça a duré plus de 80 jours, et pendant 80 jours, ils sont seuls sur le bateau, et le gros risque, c'est bien entendu qu'ils s'endorment à un moment inadéquat, ou au contraire qu'ils soient en hypovigilance, et donc ils travaillent beaucoup pour gérer correctement leur rythme veille-sommeil, même s'ils se mettent en partie en dette. Bien entendu, pour pouvoir gérer son rythme de sommeil, eh d'abord, il faut connaître sa typologie. Quels sont vos besoins de sommeil? Quels sont les horaires où vous avez sommeil, de façon à ce que vous soyez en phase avec vos autres rythmes biologiques? Eh bien, cette gestion, elle va être basée sur la gestion des sommeils flash, la gestion de l'alimentation et des stimulants, en particulier le café, le thé ou le coca, et la gestion du stress. Et si vous n'arrivez pas à gérer correctement votre rythme veille-sommeil, eh bien, vous allez conduire à une dette chronique de sommeil. Alors, quelles sont les conséquences de cette dette chronique de sommeil? Eh bien, l'altération de la vigilance, bien entendu, la somnolence. Vous allez avoir des troubles de la mémoire, de l'attention, des troubles de la concentration et de l'humeur. Vous allez également prendre du poids si vous avez une dette chronique de sommeil et vous allez altérer votre système immunitaire. Et ça, c'est très important.
Et donc, on a eu tout un tas de découvertes sur les interactions entre le sommeil et l'immunité. Et le sommeil nous permet de mémoriser à nos cellules immunocompétentes, de mémoriser les antigènes de façon à mieux pouvoir se défendre le lendemain. Et puis, quand on a une infection, eh bien, ça va retentir sur notre sommeil, ça va augmenter notre sommeil, sauf si elle devient trop importante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dette de sommeil favorise les infections. Le risque de rhume est multiplié par 4 si votre temps de sommeil est inférieur à 6 heures versus un temps de sommeil de 7 à 8 heures. Le risque de pneumonie est multiplié par 1,5 si le temps de sommeil est inférieur à 5 heures. Ce sont des publications, vous voyez, qui datent de 2005, 2012 et de 2003. Et la production d'anticorps est 2 fois moindre si vous faites une nuit blanche après la vaccination. Donc, quand vous allez vous faire vacciner, il ne faut pas du tout faire une nuit blanche ou faire la fête derrière. Il faut que vous passiez une bonne nuit de façon à ce que vous produisiez beaucoup plus d'anticorps. Alors, le sommeil et l'obésité, en effet, quand on est en dette de sommeil, on a tendance à grossir. Pourquoi? Eh bien, pendant la nuit, on jeûne et la faim ne nous réveille pas grâce à une hormone qu'on appelle la leptine qui nous coupe l'appétit. Alors, elle est sécrétée et si vous êtes en dette de sommeil, elle est moins sécrétée. Et au contraire, pendant le jour, on a une autre hormone qui est sécrétée, qui s'appelle la gréline, qui nous stimule l'appétit. Et si vous êtes en dette de sommeil, il y a plus de gréline et moins de leptine, donc on va manger plus. Et ceci va faire le lit de l'obésité et également du diabète. Et donc, ça va favoriser le diabète, le fait d'être en manque de sommeil. Mais le sommeil, ça sert aussi au cerveau. La privation de sommeil fait chuter nos performances cognitives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins de mémoire, que notre attention est beaucoup moins bonne et le sommeil est indispensable à notre cerveau. Et donc, quand vous avez des périodes de formation, il faut que vous prévoyez de dormir plus parce que si vous apprenez plus, vous devez plus consolider ce qui se passe et donc vous devez dormir plus. C'est pourquoi les enfants dorment plus parce qu'ils apprennent beaucoup, ils doivent apprendre beaucoup. Et ça, on le sait depuis 1979, où le docteur Poulizac avait étudié la durée de sommeil chez des enfants de 8 à 11 ans et il avait regardé ceux qui dormaient moins de 8 heures, il y en avait 61% qui étaient en retard scolaire et aucun en avance scolaire. Alors que les enfants de 8 à 11 ans qui dormaient plus de 10 heures, il n'y en avait que 13% qui étaient en retard scolaire. Bien entendu, le sommeil ne fait pas tout, mais vous voyez, on est passé de 61% à 13%. Et l'avance scolaire, qui était à 0%, était passée à 11%. Donc, pour les enfants, il est très important de dormir si vous ne voulez pas qu'ils soient en échec scolaire, en retard scolaire. Et vous voyez, plus de 10 heures, ça devient compliqué. Si vous devez vous lever à 6 heures du matin, ça veut dire qu'il faut se coucher 4 heures avant minuit pour avoir 10 heures de sommeil chez l'enfant, ce qui veut dire qu'il doit être couché à 8 heures, ce qui est quand même difficile selon. Donc, il faut faire attention à cette histoire, mais les enfants avant 10 ans, ils ont besoin de 10 heures de sommeil et c'est parfois difficile à manager dans l'emploi du temps. Alors, quand on est en dette de sommeil, je vous ai dit, on va avoir tendance à être somnolent. Et comment on mesure la somnolence? Comment on l'évalue? Eh bien, on l'évalue par une échelle qu'on appelle l'échelle d'Epworth, dans laquelle on va vous demander vos chances de vous endormir dans des situations assez banales. Donc, quand vous êtes assis en train de lire, 0, c'est j'ai aucune chance de m'endormir. 1, j'ai une faible chance de m'endormir. 2, j'ai beaucoup de chances de m'endormir. Et 3, je m'endors à tous les coups. Et vous voyez comme ça, il y a 8 situations de la vie quotidienne. Vous voyez qu'étant assis en train de parler avec quelqu'un, on vous demande si vous avez des chances de vous endormir. Eh bien, sûr que là, c'est plus compliqué. Et si vous êtes, on peut dire que vous êtes somnolent si le total est supérieur à 10. Et lors des enquêtes de l'INSV, nous avons à peu près 24% de la population française interrogée qui se déclare somnolent sur l'échelle d'Epworth, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 à l'échelle d'Epworth. Alors, comment on peut prévenir la somnolence? Eh bien, pour prévenir la somnolence, il faut s'exposer à la lumière le matin, en particulier à la lumière du jour. Si on a par contre des temps couverts,
ou des levées tardives du soleil, eh bien, il va falloir bien éclairer l'endroit où l'on prend le petit déjeuner de façon à avoir cette stimulation lumineuse. Et puis, il est important de pratiquer une sieste courte. On ne peut pas être hyper vigilant toute la journée. Et donc, quand on fait la journée continue, il faut prévoir de faire une pause pour manger à la mi-journée. Mais cette pause doit être suivie d'une courte sieste. Il ne s'agit pas de faire du sommeil, là, mais il s'agit de mettre au repos nos systèmes d'éveil de façon à être en forme pour redémarrer l'après-midi. Il faut bien entendu organiser ses prises alimentaires. Il faut savoir que plus les repas sont riches en protéines, meilleure sera notre qualité d'éveil, alors que si on prend des repas riches en glucides, en sucre lent, eh bien, c'est bien si on peut dormir derrière une longue période, on ne sera pas réveillé par une fringale. Et si vous prenez des repas très sucrés, il y a des chances que vous ayez plus de coups de barre. Bien entendu, en cas de somnolence anormale, en cas de trouble du sommeil, il faut consulter. Alors, quelles sont les autres causes de la somnolence? Eh bien, cette altération de la vigilance peut être due à des troubles intrinsèques du sommeil, comme l'insomnie ou le syndrome des jambes sans repos, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la narcolepsie. Alors, l'insomnie, c'est très fréquent. Le syndrome des jambes sans repos, c'est le fait d'avoir envie de bouger les jambes le soir quand on va se coucher, ce qui nous empêche de nous endormir. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui touche au moins 4% de la population adulte. Et donc, le dépistage de la somnolence est actuellement obligatoire pour la définition de l'aptitude à certains postes, comme les conducteurs professionnels ou les postes de sécurité. Alors, le télétravail, qu'est-ce que ça a fait sur le sommeil? Eh bien, le télétravail, il y a eu une partie qui a amélioré le sommeil parce qu'on a diminué nos temps de transport qui étaient responsables d'une dette de sommeil. On a pu, du coup, se lever plus tard et on a pu allonger la durée du sommeil. Mais à côté de cet effet bénéfique du télétravail, qui est l'amélioration du sommeil par le fait qu'on puisse plus dormir puisqu'on n'a plus les temps de transport, le télétravail va aussi altérer le sommeil parce que souvent, on commence à avoir des horaires irréguliers. Et horaires irréguliers parce qu'on a la perte des synchroniseurs, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de se lever le matin. Là, on va se lever le matin plus tard, on ne va pas sortir, on va faire moins d'activité physique. Selon comment on télétravaille, eh bien, si ce n'est pas bien organisé, on va avoir des douleurs musculo-squelettiques. Et puis, on va multiplier l'usage des écrans le soir, qui va nous empêcher de nous endormir et qui va nous décaler. Donc, il va falloir gérer le télétravail pour avoir un bon sommeil. Et d'abord, bien entendu, il s'agit de gérer le lieu où l'on télétravaille et le mobilier. Vous voyez qu'il faut qu'on ait un mobilier qui soit adapté. Il faut éviter de télétravailler assis dans son lit ou assis sur le canapé. Il faut être sur une chaise assez confortable. Il faut se tenir droit. Il faut avoir l'écran qui est à la hauteur du visage et non pas l'écran qui est sur les genoux. Et bien entendu, il faut arriver à bouger correctement et pour éviter justement d'être dans des positions pénibles. D'autre part, il faut apprendre à gérer l'activité physique et il faut au moins se lever toutes les 30 minutes. Quand vous êtes en présentiel au travail, il est très habituel de se lever, mais là, quand vous êtes à votre bureau, sur un ordinateur et que vous êtes tout seul, eh bien, vous n'allez pas vous lever pour aller voir un collègue ou pour aller à la machine à café. Donc, pensez à vous lever dès que vous téléphonez. Donc, essayez de téléphoner en marchant, ça va vous faire une activité physique. Bien entendu, le fait d'être en télétravail, vous devez organiser les pauses. Vous ne pouvez pas télétravailler non-stop, ça va être compliqué. Et puis, il va falloir gérer les interactions sociales. Donc, il va falloir appeler les proches, il va falloir appeler les amis, et puis il va falloir éventuellement essayer de se rencontrer. Il va falloir gérer les addictions et en particulier les prises alimentaires. On a vu malheureusement qu'un certain nombre de télétravailleurs avaient tendance à grignoter toute la journée et à ne plus organiser les temps de repas. Et donc, les temps de repas, c'est des bons synchroniseurs pour nous mettre à l'heure. Et donc, il va falloir faire très attention à ça. Il faut bien entendu également gérer les écrans. Donc, il faut éteindre les écrans 1 à 2 heures avant le coucher.
de façon à avoir un temps sans écran, parce que je vous ai dit, les écrans, par la lumière bleue qu'ils envoient, vont bloquer notre sécrétion de mélatonine. Donc, il faut que notre sécrétion de mélatonine puisse se faire. Et puis, il va falloir gérer l'endormissement. Et si vous avez des problèmes d'endormissement, à ce moment-là, c'est important d'avoir des activités de relaxation ou de méditation, avoir un temps calme. Il faut préparer son endormissement par un moment un peu de décontraction. Mais bien entendu, il faut avoir pensé à se défouler physiquement. L'activité physique, c'est se lever toutes les 30 minutes, mais il faut aussi avoir une période d'activité physique plus intense. Parce que quand vous allez au boulot, vous vous levez, vous vous habillez, vous descendez, vous marchez dans la rue pour aller récupérer votre voiture ou des transports en commun, et puis vous marchez pour aller jusqu'au bureau. Et donc tout ça est très important, et cette activité physique a tendance à disparaître lors du télétravail, donc il faut faire attention à avoir toujours cette activité physique. Et donc voilà, pour conclure, pour bien dormir, il faut connaître son rythme veille-sommeil. Il faut savoir que le lieu où l'on dort doit être essentiellement consacré au sommeil et non pas le lieu où on travaille, parce que ce mélange des genres est quelque chose d'extrêmement négatif. Avant de se coucher, il faut éviter les stimulations intenses, qu'elles soient sportives ou émotionnelles, et donc il faut faire très attention de ne pas regarder Bon, maintenant il y en a un peu moins, mais à l'époque du premier confinement, il y avait vraiment des informations qui étaient excessivement stressantes, et donc ça empêchait les gens de s'endormir. Il faut bien entendu utiliser la lumière, en particulier celle du matin, pour être en forme. Il faut bien comprendre que si vous voulez vous endormir facilement, il faut être bien réveillé dans la journée. Et pour être bien réveillé, il faut commencer par être bien éclairé le matin et faire quelques mouvements physiques de façon à se dérouiller le matin et être en forme. Et puis, il est important de faire une courte sieste l'après-midi, au début d'après-midi, pour éviter de lutter contre le sommeil ou la somnolence pendant l'après-midi. C'est particulièrement important quand vous êtes en télétravail de faire une pause. Vous avez la possibilité de faire une pause à ce moment-là, de vous détendre et comme ça, de beaucoup mieux travailler l'après-midi une fois que vous avez fait une courte sieste et comme ça, vous êtes libéré des écrans. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sommeil. Je vais arrêter mon partage d'écran et je suis à votre écoute pour les questions. Merci, docteur Ray, pour votre intervention très précise, avec beaucoup de précision. Nous avons donc pas mal de questions. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes et nous verrons en fonction du temps celles auxquelles vous pourrez répondre. Déjà, donc, première question, que pensez-vous du sommeil polyphasique par rapport à un sommeil long en une seule fois? Alors, il faut savoir que le sommeil est organisé en cycles, il est donc toujours polyphasique. Mais les cycles s'enchaînent très rapidement, habituellement la nuit, ce qui fait que les temps d'éveil nocturne sont relativement courts, puisque en cumulé pour les 4 à 5 cycles de sommeil nocturne, il va y avoir un peu moins de 20 minutes d'éveil. Donc, c'est quelque chose de très court. Mais un certain nombre de sujets, du fait de contraintes professionnelles, vont devoir développer un sommeil polyphasique qui peut être quelque chose d'utile à partir du moment où vous ne pouvez pas avoir un sommeil monophasique. Alors, il faut savoir que, par exemple, au Moyen Âge, avant l'électricité, il était très classique d'avoir une période de veille nocturne de 1 à 2 heures qu'on appelait la dorveille. Donc, il y avait une première phase où on dormait de 20 heures à 1 heure du matin, et puis de 1 heure à 2 heures du matin, on était réveillé. Quand on était au monastère, on allait faire matine, on allait prier à l'église. Quand on n'était pas au monastère, on faisait d'autres choses qui ne nécessitaient pas beaucoup de lumière, mais on savait qu'on était réveillé. Donc, ce sommeil polyphasique, je vous ai montré que chez l'enfant, c'est quelque chose de très banal. D'accord. Merci. Au niveau du jet lag, nous avions une question. Comment récupérer au mieux pour une personne, par exemple, qui va souvent en Asie? Vous parliez de décaler la sécrétion de la mélatonine. Quelles peuvent être les possibilités? Alors, il y a 2 types de possibilités. Premièrement, vous allez essayer de vous décaler. Alors, si vous voulez, il y a 2 choses.
soit vous allez sur un voyage très court. À ce moment-là, ça ne vaut pas tellement le coup de se décaler. Il va falloir bien s'exposer à la lumière le matin pour être le maximum vigilant. Il va falloir faire une courte sieste, mais n'essayez pas de vous recaler parce que ça prend 8 jours et de toute façon, vous serez rentré d'ici là, donc vous devrez vous recaler. Si par contre c'est un voyage qui est plus long, vous pouvez l'anticiper en commençant le décalage progressivement avant de partir. Donc selon l'endroit, si vous allez en Asie, vous allez vous coucher de plus en plus tard, de façon à pouvoir récupérer, à dormir plus tard quand vous serez en Asie. Ça sera la nuit plus longue et donc vous allez commencer à faire comme ça. Et il faut jouer sur deux choses, la lumière du matin pour être bien éclairé le matin, des siestes flash dans la journée pour ne pas être trop somnolent, et puis éventuellement vous pouvez prendre de la mélatonine le soir, 2 heures avant le coucher, de façon à favoriser sa sécrétion. D'accord. Donc, en fait, en arrivant, par exemple, là-bas, il ne faut pas se coucher même si on est fatigué, il faut profiter de la lumière du jour. Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, ça c'est très important. Une autre question. La température de la pièce ou l'épaisseur de la couette peuvent-elles prolonger la durée du sommeil? Alors, la température de la pièce va aider à l'endormissement à partir du moment où la pièce est fraîche, parce que vous devez exporter de la chaleur. Je vous ai dit, votre température centrale doit chuter, donc vous allez rejeter de la chaleur, et donc il faut que votre pièce, la chambre où vous dormez, soit fraîche. Bon, et ça, c'est très important. Et on s'en rend bien compte en été, quand il fait très chaud, on a du mal à s'endormir. Donc, mais par contre, ça ne va pas allonger de façon. Alors, ça va allonger un petit peu. C'est vrai qu'en hiver, quand il fait froid, on va avoir tendance à dormir un peu plus longtemps qu'en été où il fait plus chaud. Mais il y a aussi la lumière qui intervient. C'est ça, on hiberne un petit peu. Voilà. Très bien. Est-ce que les modes nuit des systèmes, vous savez, smartphones, ordinateurs que nous avons actuellement, fonctionnent vraiment pour filtrer la lumière bleue? Alors oui, il filtre une partie de la lumière bleue, mais il n'empêche que les stimulations par écran, si elles sont moins violentes pour ce qui est de la lumière, restent quand même violentes sur le plan des contenus. Et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait un couvre-feu digital. Parce que quand vous apprenez par un mail que le lendemain, vous avez une réunion qui n'était pas prévue, ça ne va pas favoriser votre sommeil. Et donc, voilà. Et donc, il faut éviter d'avoir ce contact. C'est un gros, gros problème pour les adolescents qui ont beaucoup d'interactions avec les réseaux sociaux en début de soirée prolongée et qui peuvent être très stressants. Mais s'ils ne sont pas là, ils peuvent être à ce moment-là harcelés parce qu'ils ne sont pas là. Donc, c'est très compliqué. Oui, tout à fait. Et alors justement, à propos des enfants, on nous demande, les enfants peuvent-ils aussi être des couche-tard et garder cependant de bonnes capacités d'apprentissage? Alors, oui, ils peuvent être des couches-tard, mais très souvent, ils vont être à ce moment-là amenés à dormir plus longtemps le matin. Et il faut, bien entendu, faire attention à cette histoire. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont couches-tard, s'ils doivent se lever tôt pour aller à l'école. Alors, on essaye, nous, de se battre auprès de l'éducation nationale pour que les collèges démarrent plutôt à 9 heures qu'à 8 heures, de façon à ce qu'il y ait un sommeil matinal qui soit plus long chez les enfants qui ont tendance à se coucher tard et à se décaler, en particulier à l'adolescence. D'accord. Quel est le type de sommeil qui est affecté par les écrans? Alors, globalement, c'est quand même plus le sommeil lent profond, puisque généralement les écrans sont utilisés le soir. Il y a très peu de gens qui vont se réveiller très tôt le matin et se mettre devant l'écran. Donc, en effet, on va perdre du sommeil lent profond. Ça, oui. Voilà. On nous demande, je vois des questions, donc des personnes qui ont essayé beaucoup de systèmes, j'ai envie de dire, pour dormir, que ce soit maintenant de la mélatonine qu'on trouve en pharmacie, des tisanes, de la méditation. Y a-t-il un moyen d'apprendre à s'endormir? Alors, oui, un des problèmes, c'est que ce qu'on peut apprendre, c'est à lâcher prise. Ça, on peut l'apprendre.
Si vous voulez apprendre à vous endormir et à perdre connaissance, ça, on ne peut pas l'apprendre. C'est en lâchant prise que le sommeil va vous envahir après. Mais il faut apprendre à lâcher prise. Et ça, pour ça, ben, il faut essayer de faire le vide. Il y a quand même un certain nombre de thérapies cognitivo-comportementales qui sont maintenant sur Internet et qui vous permettent d'être suivis pour cet apprentissage du sommeil et diminuer les insomnies. D'accord. On nous demande aussi, c'est en rapport avec les somnifères. On sait que beaucoup de Français consomment pas mal de somnifères. Quelle est l'influence des somnifères finalement sur le sommeil? J'ai envie de vous demander, moi. Alors, elle n'est pas bonne du tout parce que, si vous voulez, les somnifères marchent pendant à peu près 15 jours, 3 semaines. Et après, ils ne marchent plus. Mais les gens, c'est pour ça qu'en principe, leur prescription est limitée à 3 semaines. Et après, on doit réévaluer si on doit utiliser un somnifère. Parce que le somnifère, c'est un peu comme un antalgique, si vous voulez. Quand vous avez mal aux dents, vous pouvez prendre un antalgique, vous pouvez prendre Doliprane, vous n'avez plus mal. Mais à un moment donné, il va falloir soigner les dents. Quand vous avez une insomnie, vous pouvez prendre un somnifère pour passer 2, 3 bonnes nuits, mais à un moment donné, il va falloir comprendre votre insomnie, il va falloir faire un diagnostic de votre insomnie et il va falloir que vous vous preniez en charge. Donc, les somnifères ne sont pas une réponse à l'insomnie, c'est un traitement symptomatique et de courte durée, et de longue durée, ça ne sert à rien et au contraire, ça aggrave les choses. Et les somnifères, donc apparemment aussi, ne permettraient pas de récupérer au niveau du sommeil. Ils ont une Non, incidence sur la phase. non, non, ils ne permettent pas de. Enfin, actuellement, si vous voulez, les somnifères les plus récents sont bien entendu moins délétères sur le sommeil que n'étaient les premiers. Quand je parle des premiers, je parle des barbituriques. Vous voyez, c'était il y a très longtemps, D'accord. ça n'existe plus maintenant. Mais il n'empêche qu'ils essayent de respecter les phases de sommeil, mais ça ne marche que sur un court terme. Et le problème, c'est que très rapidement, on développe l'humain, l'homme va s'adapter aux somnifères parce qu'il va lutter contre l'effet des somnifères et donc ils vont être de moins en moins efficaces. On a des questions là qui reviennent assez souvent, des personnes qui se réveillent dans la nuit et qui ont beaucoup de difficultés à se rendormir. Oui. Qu'est-ce qu'on peut Alors, leur dire et leur conseiller? c'est très important. Alors, il y a deux éveils. D'abord, il faut savoir que les éveils nocturnes sont physiologiques. À la fin d'un cycle, on se réveille. Si on se réveille 30 secondes et puis qu'on se rendort, on ne va pas le mémoriser, donc on ne s'en rend pas compte. Le lendemain, on ne le sait pas. Alors, selon la qualité de votre réveil, si vous vous réveillez, vous aviez l'impression d'avoir fini la nuit, que c'était fini. À ce moment-là, il faut vous lever, sortir du lit, aller dans une autre pièce, avoir une petite activité, et de façon à ce que quand vous retourniez dans votre lit, vous soyez content d'y retourner parce qu'il fait plus chaud dans le lit, alors que vous aviez eu froid dans la pièce à l'extérieur. Vous avez senti la fatigue qui est revenue, et donc vous n'êtes pas. Parce que si vous restez dans le lit et que vous êtes bien réveillé, vous allez vous énerver et vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous rendormir que si vous êtes levé. Par contre, si vous vous réveillez mais que vous restez entre deux, il vaut mieux rester dans le lit et vous allez vous rendormir. Vous savez que ça prend un petit temps, mais vous allez vous rendormir. Là, ce n'est pas besoin de vous lever. Donc, ça dépend vraiment de la qualité de l'éveil. Mais si vous êtes bien réveillé, que vous avez l'impression que la nuit est finie, il faut se lever et sortir du lit pendant un quart d'heure, une demi-heure. D'accord. Et alors, quelle est la vraie définition de l'insomnie, justement, on nous demande, à ne pas Alors, confondre souvent avec juste un épisode. Alors, l'insomnie, c'est uniquement la plainte du sujet, c'est-à-dire que le sujet se plaint soit de ne pas pouvoir s'endormir, soit de se réveiller trop longtemps, soit de se réveiller trop tôt le matin, ou d'avoir un sommeil insuffisamment réparateur. L'insomnie, il faut savoir que ça peut toucher tout le monde, c'est ce qu'on appelle une insomnie aiguë. Vous avez eu des mauvaises nouvelles, vous avez des gros soucis, vous dormez moins bien, c'est une réaction physiologique, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ce qui pose problème, c'est quand elle devient chronique, c'est-à-dire qu'elle se répète 3 fois par semaine, où vous avez des nuits qui deviennent pénibles, et ça pendant plusieurs mois, pendant 3 mois. Et donc, il faut faire attention à ce qu'une insomnie aiguë banale ne devienne pas chronique, parce que vous allez focaliser sur votre sommeil et vous avez l'impression que vous avez perdu le sommeil. Ce n'est pas le cas, vous avez un souci, ça va passer, mais éventuellement, il faut en parler pour pouvoir comprendre que ça va passer. C'est ça. Donc, dans ces cas-là, vous conseillez de consulter quand même, Oui. passer par son médecin traitant, voire consulter ensuite un spécialiste, quoi.
Le médecin traitant d'abord Oui. pour lui expliquer, parce qu'il connaît un peu votre façon de vivre, il peut vous donner de bons conseils. Et voir donc à faire le fameux agenda dont vous parliez. Oui. Où peut-on se procurer ces agendas de sommeil? Alors, il y en a plein sur Internet, Sur il y en Internet. a sur le site de l'INSV ou Voilà. sur le site du réseau Morphée en Île-de-France. Donc, vous procurez les agendas, vous l'imprimez, pas de souci. D'accord. Là, j'en ai encore un peu de temps. Est-ce que on nous parle d'une question sur, si vous pouvez nous répondre, l'impact qu'aurait le Covid long sur le sommeil? Est-ce qu'on a le recul par rapport à ça? Alors, oui, actuellement, il y a pas mal d'études qui commencent sur le Covid long. Alors, il faut savoir que c'est des études qui sont compliquées sur l'impact sur le sommeil parce qu'il y a un impact du Covid long en termes de fatigue. Donc, les gens sont fatigués, mais ça, c'était connu avec d'autres viroses. Quand vous aviez une mononucléose infectieuse ou un cytomégalovirus, vous étiez fatigué pendant des mois après la fin de l'infection. Donc, il y a cet aspect-là. D'autre part, ceux qui ont eu un Covid très sévère et qui sont allés en réanimation ont connu des perturbations majeures de leur rythme veille-sommeil du fait de la réanimation. Et donc, il va y avoir toute une rééducation du sommeil à faire qui va être longue. Donc, ce n'est pas directement le Covid. Et puis après, il y a un certain nombre de sujets qui semblent avoir des altérations au niveau du tronc cérébral dans les systèmes de veille et de sommeil. Donc là, il va falloir voir un peu si c'est des cas qui restent tout à fait exceptionnels ou s'ils sont un peu plus fréquents. Mais donc, oui, il faut faire attention à cette histoire. Mais il y a beaucoup de facteurs et donc c'est un sujet de recherche actuellement pour essayer de préciser ces différents facteurs. D'accord. Est-ce que, il y a des profils qui sont incapables de sieste courte? Non, il faut s'entraîner. Il y a des gens qui ne savent pas la faire et Mhm. donc il faut s'entraîner à la faire. Si vous vous entraînez, vous y arrivez. Donc ça veut dire se poser pendant 10 minutes sans chercher à dormir, simplement chercher à lâcher prise. Pour revenir sur la Oui. question précédente, dans l'enquête que nous avons faite en janvier, donc sur le deuxième confinement, euh, les gens qui ont participé à l'enquête, il y en a 114 qui avaient fait le Covid pendant l'année et un grand nombre avaient déjà des problèmes de sommeil avant de faire le Covid. Et donc, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Le problème, c'est qu'il y a une espèce d'aller-retour, c'est-à-dire que les gens qui avaient plus de problèmes de sommeil étaient en fragilité de leur système immunitaire parce qu'en dette de sommeil, etc. Et donc, ça favorisait le Covid qui lui-même favorise les troubles du sommeil. Donc, à un moment donné, Ouais, enfin, c'est des choses compliquées. d'accord. Encore une ou deux questions. Les ondes d'un smartphone à proximité nuisent-elles au sommeil? Non, pour l'instant, il n'y a rien qui a pu être démontré de ce côté-là. On est de plus en plus environné d'ondes. Il y a quelques sujets qui sont très sensibles aux ondes électromagnétiques, mais ça reste l'exception. C'est souvent des sourciers. Euh, Ils sont aussi sensibles aux ondes électromagnétiques de l'eau souterraine. Et donc, D'accord. Bon, je vois que comme il va bientôt être l'heure, je prends une dernière question qui est posée. La prise de mélatonine prolongée est-elle recommandée en cas d'insomnie régulière? il vaut mieux faire des prises alternées toutes les 3 semaines parce que la mélatonine, ce n'est pas un somnifère, c'est pour faire un chronobiotique, c'est-à-dire que c'est un donneur de temps. Et donc, ça vous permet de vous remettre à l'heure toutes les 3 semaines. Parfois, en arrêtant la mélatonine, eh bien, son effet va continuer. Et donc, ça ne sert à rien de la prendre de façon continue. Mais des cures de 3 semaines, c'est utile. D'accord. Je vous remercie, docteur Ray. Je crois qu'il est temps maintenant de terminer cette conférence et cet échange. Merci encore d'avoir bien voulu être présent pour cette conférence, pour votre disponibilité ainsi que la qualité de votre intervention aujourd'hui. Donc, en conclusion, je rappelle à tous les participants, et je les en remercie, que vos services de santé au travail sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions sur ces thématiques de prévention. Vous retrouverez donc dans le support les liens vers les sites de vos services de santé au travail
Voilà, je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver ce support ainsi que l'enregistrement sur notre site de la Fédération et sur la chaîne YouTube. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Très bonne fin de journée. Merci, Dr. Ray. Au revoir. Merci. Au revoir.